Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Donc déjà, merci à toutes et tous d'être venus dans le cadre de cette rencontre avec Christophe Fourel et Céline Marty. Clara Ruot devait également être des nôtres, mais elle a eu des contraintes et donc ne pourra hélas pas être parmi nous. Donc cette rencontre dans le cadre de la publication au mois de février aux éditions PUF Presse Universitaire de France de cet essai, donc coécrit à trois, ce que la gauche doit à l'écologie. Rapidement, Christophe, tu es économiste, spécialiste de la pensée d'André Gorz et tu as écrit différents ouvrages. J'en ai un ici d'ailleurs que je montre, Écologie et révolution, pacifier l'existence, justement, André Gorz et Herbert Marcuse, un dialogue critique coécrit avec Clara Ruot. Et tu es administrateur d'Alternative Éco ou anciennement président de l'association des lecteurs d'alternatives économiques, entre autres. Tu as d'autres casquettes, mais principalement. Donc Céline Marty, tu es diplômée de Sciences Po Paris et de Paris-Sorbonne. Tu es philosophe, un docteur en philosophie, et tu es autrice en 2021-2022 de Travailler moins pour vivre mieux, guide pour une philosophie antiproductiviste. Titre intéressant, et d'ailleurs le productivisme sera abordé dans le cadre de notre échange et évidemment est abordé dans l'essai. Sans plus attendre, venons, et Clara, peut-être quand même présenter Clara, qui est normalienne, chercheuse en philosophie et qui est une experte associée à la Fondation, pour laquelle elle a écrit plusieurs notes, notamment sur la philosophie politique de l'écologie, dont je vous recommande vivement la lecture, car elle arrive à vulgariser, chose difficile, des concepts, des sujets assez complexes. Venons-en à l'essentiel, c'est-à-dire l'essai. Donc je vous recommande vivement la lecture. Vous pouvez d'ailleurs en faire l'acquisition. On a quelques exemplaires en faisant un chèque ou en donnant le montant exact. L'essai est à 15 €. Voilà, n'hésitez pas, je vous en recommande vivement la lecture parce que également il aborde différents sujets dont on va parler de façon également vulgarisée, une fois de plus, dans le sens positif du terme, des concepts essentiels de l'écologie politique. Alors tout de suite, j'ai à l'un et l'autre, à l'une et l'autre, vous demandez peut-être, essayer de vous questionner afin de parler des thèmes essentiels abordés dans l'essai. Alors, tout d'abord, peut-être aussi, en premier lieu, quelle était la visée, l'objectif de l'essai ? Céline ? Quelle chance. Oui, bonsoir à toutes et à tous. L'objectif de l'essai, c'était de revenir sur cette histoire intellectuelle de l'écologie politique. Donc c'est vraiment la démarche de l'essai de s'inscrire dans l'histoire des idées, en partant des récents travaux en la matière. Par exemple, vous avez peut-être vu passer la trilogie de Serge Audier, qui a fait un panorama sur l'histoire des idées écologiques au 19e, 20e siècle et 21e. Et donc, mais c'est 3000 pages, donc c'est très riche, c'est très complet, c'est probablement le plus complet qu'on ait actuellement, mais on voulait faire une approche plus synthétique pour résumer les grands apports thématiques de la tradition de l'écologie politique, notamment française, au grand débat de la gauche au XXe siècle, et donc ces apports thématiques qu'on a présentés dans les différents chapitres, en commençant d'abord par la politisation de l'écologie politique à partir des années 70. Donc peut-être que là, Christophe, tu veux en dire un mot, et ensuite pour revenir sur ces thèmes-là, à savoir l'émergence d'une théorie, d'une écologie politique libertaire, qui à l'époque est à la fois critique du marché capitaliste, bien sûr on est dans un contexte de guerre froide, mais aussi d'un État autoritaire, d'une technocratie, et donc à l'époque les maîtres mots de l'écologie politique, finalement c'est ni marché ni État, et c'est l'émergence de cette nébuleuse écologiste libertaire qui veut se débrouiller par elle-même, assez autogestionnaire. Donc on revient sur cet esprit libertaire qu'on n'a peut-être pas forcément en tête avec la façon dont l'écologie s'est institutionnalisée aujourd'hui et s'est organisée au sein des processus électoraux. Donc on revient sur cette histoire-là et puis on montre
qu'elle se caractérise par des thèmes forts qui sont entrés en conflit avec les traditions de la gauche de l'époque, notamment l'antiproductivisme, une critique nette de la croissance économique, de ses dégâts, de ses externalités négatives, de ses objectifs aussi, une prise en compte la finitude des ressources matérielles, des contraintes en fait climatiques et matérielles déjà connues à l'époque. Donc la politisation de ces questions-là, en élaborant donc un projet de société qui se voulait à la fois optimiste et fondé sur une sobriété choisie, une sobriété qui n'a rien de subi et simplement de restrictions, de limitations, mais réellement choisie dans un projet de décroissance heureuse, on pourrait dire. Et ça nous intéressait de le mettre en perspective avec les débats actuels autour de la décroissance, concept qui a été beaucoup plus popularisé et diffusé. Et on montrait aussi que cette écologie politique, elle s'est fondée aussi sur une technocritique très forte, notamment avec des figures comme Gors, mais aussi comme Illich et comme Marcuse. Et cette technocritique, elle nous semblait important d'être rappelée dans un contexte où émerge le technosolutionnisme, l'invention des aspirateurs à CO2, etc. Et donc, ça nous semblait important de rappeler que l'écologie politique s'est fondée aussi sur une critique des effets inhérents de la technique. C'est d'autant plus important aujourd'hui avec les débats sur l'IA, avec l'idée qu'il n'y a pas d'usage neutre de la technique, ça ne dépend pas de l'usage qu'on en fait, mais qu'en fait, les techniques imposent certains effets, notamment à des questions de taille des effets, et ça, c'était les grands débats des années 70 sur le nucléaire aussi, sur lesquels on revient, et qui sont encore des débats d'actualité. Et donc ce prisme de la technocritique, on le traite aussi avec la tradition de l'écoféminisme à travers la figure par exemple de l'États-Unienne Caroline Merchant qui critique justement la façon dont notre vision occidentale de la science et de la technique a imposé un modèle aussi de domination de la nature dans une certaine tradition de différence nature-culture. Voilà pour les différents thèmes. Merci. De toute façon, on reviendra Oui, plus en profondeur sur le... Tu as déjà un peu mis en avant les thèmes saillants de l'essai, peut-être. Oui, d'abord, merci pour l'invitation, Alexandre. On se connaît un petit peu parce qu'on a l'occasion de travailler à des projets communs, et donc c'est vraiment très très sympa de nous avoir proposé de venir discuter de ce petit ouvrage. Alors ta question était quelle était l'intention, notre intention aux trois, à Clara, Céline et moi. Céline a dit beaucoup de choses, elle est même presque déjà rentrée dans le livre, mais moi ce que j'ai envie de dire, que c'est ce qui nous a réunis, c'est quand même la figure d'André Gorz. Dans la mesure où vous verrez que le livre lui est dédié. Le livre lui est dédié d'abord parce que c'est un auteur qui, pour nous, est un auteur de référence, à nous trois. Mais également, il se trouve que le livre a été écrit en 2023, même s'il a été publié et mis en librairie qu'au début de mars 2024. Et il se trouve que 2023, c'était l'année du centenaire de la naissance d'André Gorz. Et pour nous, symboliquement, c'était très important de pouvoir lui rendre hommage d'une certaine manière, puisque nous considérons tous les trois que nous avons une dette. Puisqu'on est en train de parler de dette de la gauche vis-à-vis de l'écologie, autant dire que nous trois, nous devons des choses à André Gorz. Après, même si André Gorz est une figure centrale de notre réflexion, mais on s'est efforcé évidemment d'élargir un petit peu le spectre, et donc pour appuyer nos démonstrations, on est allé, chercher d'autres auteurs que lui, pour pouvoir montrer finalement comment, notamment en France, mais pas que, l'écologie politique, comme discours sur la modernité, s'est peu à peu construit, et on voit bien qu'elle est en perpétuelle construction. Hein. C'est un aggiornamento permanent, l'écologie politique, mais à la fois comment elle s'est construite contre la gauche, parce qu'elle bousculait la gauche, elle contestait des options que
porter d'autres traditions à gauche, que ce soit les traditions communistes ou la tradition socialiste. Mais au fil des années et comment dire, la période récente désormais place l'écologie politique un petit peu au centre du jeu, si je puis dire. Je crois que sa place au sein de la gauche n'est pas contestée, mais du coup, les arguments et la construction qu'elle a opérée désormais font que toute la gauche est obligée de se réinventer aussi. Donc il y a une espèce de double mouvement qui est que à la fois l'écologie politique continue à se construire et à s'inventer. On pourra par exemple revenir sur le fait qu'aujourd'hui, au sein de l'écologie politique, ce sont plutôt, dans la période récente, les penseurs qu'on appelle les penseurs du vivant qui, intéressent plutôt le public, interrogent donc le rapport à la nature, alors que à l'origine, dans les fin des années 60 et 70, comme le rappelait tout à l'heure Céline, évidemment, c'est ce qu'on appelait la pensée critique, qui était plutôt, la base arrière, de l'écologie politique pour sa construction. Donc ce mouvement de perpétuelle évolution, et puis donc de remaniement de la gauche dans son ensemble. Il se trouve qu'on a choisi ce titre-là aussi, et tu es très bien placé pour le savoir, Alexandre, parce que nous avions construit ensemble et avec d'autres un colloque qui s'appelait « Ce que l'écologie fait à la gauche », et donc nous avait permis de discuter, et donc on a franchi un pas supplémentaire en disant qu'il y a une dette de la gauche vis-à-vis de l'écologie. Ça a fait un petit peu débat entre nous. Je me souviens d'une première réunion qu'on a eue, Céline s'en souvient peut-être. Clara, justement, qui malheureusement n'est pas là ce soir, avait dit « Mais est-ce que le titre, c'est pas ce que la gauche doit à l'écologie politique ?» Et d'une certaine manière, elle avait assez raison, puisqu'il s'agissait de mettre en scène les discours sur la modernité dont fait partie l'écologie politique. Mais plus fondamentalement, c'est des problèmes écologiques qui aujourd'hui oblige la gauche à se réinventer, et l'écologie politique n'échappe pas au processus. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi ce titre. Voilà. J'espère avoir répondu à tes questions de l'intention. Parfait. Avoir été assez explicite et complet. On pourrait même considérer que oui, l'écologie politique bouscule, conteste la gauche, mais pourrait peut-être la régénérer. Voilà, c'est un petit peu effectivement la thèse qu'on défend. Voilà, oui. Qui apparaît comme une nouvelle critique sociale. Alors, maintenant, allons plus avant dans le contenu des l'essai. Tu as déjà un peu mentionné différents thèmes de concepts fondamentaux et qui font la spécificité de l'écologie politique. Tu as parlé évidemment du productivisme, antiproductivisme, donc sont liés consumérisme. On y reviendra, le rapport à la technique, en évoquant Ellul et d'autres. Mais aussi, j'aimerais que tous les deux vous développiez davantage, insistiez sur le concept de décroissance, qui est vraiment un concept fondamental, un concept central dans la pensée de l'écologie politique, et qui implique le concept de sobriété, qui est complètement différent qui n'a rien à voir avec la pénurie, et le concept de décroissance qui est instrumentalisé, caricaturé, évidemment par la droite et l'extrême droite, mais aussi pas instrumentalisé, mais caricaturé et ou mal compris chez beaucoup au sein de la gauche dite classique. Donc j'aimerais et aussi qui interroge par miroir, par conséquence, le concept de progrès. Il y a vraiment des ruptures, des bifurcations, mais surtout des ruptures. Bon, voilà, peut-être commencer par vraiment pour parler le rapport au productivisme, au consumérisme, l'aliénation que ça implique, mais aussi vraiment développer sur
le concept fondamental de décroissance. Oui, alors le productivisme, pourquoi ce concept dans ce contexte-là? Puisque bien sûr, par-delà le productivisme, ce qu'on vise aussi, c'est la critique du capitalisme. Mais dans les années 70, il y a l'impression que le soviétisme est aussi une forme de productivisme. Et donc, quand ces auteurs, ces mouvements sociaux critiquent le productivisme, c'est pour refuser le modèle d'existence finalement qui existe aussi bien à l'ouest qu'à l'est. Il faut noter que cette critique du productivisme, de cette ferveur productive, finalement ne naît pas au XXe siècle. En fait, c'est ce que montre d'ailleurs Serge Audier, sur quoi on revient. Elle existe déjà au XIXe siècle, dès que s'impose le capitalisme industriel, dès qu'il transforme les modes de vie, notamment avec l'existence urbaine. Et en fait, le XXe siècle étouffe un petit peu ces critiques du productivisme qui existaient déjà et qui venaient plutôt du côté des anarchistes. Il y avait eu aussi bien des théoriciens anarchistes que des premiers mouvements de retour à la Terre à la fin du XIXe siècle. Et Élisée Reclus, géographe et un des pionniers de l'écologie, était aussi de ces figures qui critiquaient ce mode d'existence qu'imposait le capitalisme industriel urbain. Mais en fait, le XXe siècle est venu balayer ces critiques-là dans un contexte où deux guerres mondiales imposent une reconstruction. Et où finalement, le mouvement ouvrier s'est aussi construit sur une fierté de la construction, une fierté du développement des forces productives. C'est ça quand même un des axiomes du marxisme, de dire que le capitalisme développe les forces productives et par cette philosophie de l'histoire aussi, crée l'acteur qui va le remplacer, qui va le bouleverser. Mais donc, il y a cette première étape de développement des forces productives. Et ce qui se passe à l'Est, c'est justement une phase de développement des forces productives, mais par l'État, et non plus par le capitalisme, avec cette ambiguïté que les sociétés soviétiques, en fait, endossent la contrainte de développer les forces productives en disant ça va être pour le bien du prolétariat, de la société, etc. Mais donc, les premières critiques vis-à-vis de ce modèle-là, d'ailleurs, qui vont venir dès les années 30 avec des figures comme Bernard Charbonneau et Jacques Ellul, vont dire que le problème, c'est toute cette société industrielle. Alors, le problème, c'est que donc au début du XXe siècle, ces critiques, Ellul, Charbonneau, visent une société industrielle et pas seulement capitaliste, parce que justement, ils veulent prendre en compte aussi le modèle soviétique. Et en même temps, quand on dit société industrielle, parfois, on ne sait plus du coup quel est l'adversaire. Et c'est exactement ce que Gors va reprocher à Marcuse et à Illich dans certains échanges, en leur disant que finalement, ils ne ciblent pas assez le capitalisme. Et c'est ce qu'essaye de faire Gors en disant, il faut comprendre que la crise écologiste, la crise écologique résulte réellement du mode de production capitaliste qu'a partiellement reproduit le socialisme autoritaire de l'Est. Et donc, la critique du productivisme, elle vient à la fois des conséquences que dévoile l'écologie à partir des années 50-60 en termes de conséquences de dégradation des environnements, des écosystèmes, de pollution. Il y a énormément d'articles de Gors au Nouvel Observateur où il parle de la pollution en ville, des gaz d'échappement, etc. Et à quel point mai 68 c'était le calme et finalement on s'est libéré de la pollution des voitures et de la pollution sonore. Donc il y a à la fois une prise de conscience des dégâts environnementaux engendrés par ce mode de production-là, critique de la croissance qui vient même des États-Unis, avec des penseurs comme Galbraith qui montrent déjà que la croissance économique états-unienne est fondée en fait sur la pauvreté, encore la ségrégation, etc. Et donc en fait, c'est pas du tout une croissance et un progrès pour tous. Et donc il y a déjà cette prise en compte de ces dégâts environnementaux là, du fait aussi que cette comptabilité capitaliste elle n'intègre pas tous les dégâts qu'elle engendre, et donc l'idée que finalement on pourrait vivre différemment en produisant beaucoup moins, en consommant beaucoup moins. Et ça c'est la grande idée que Gors formule dès 1972 en disant on pourrait vivre mieux en produisant beaucoup moins, en consommant beaucoup moins. Alors vous imaginez que nous, 50 ans après, c'est encore très vrai, disons, avec tout ce qu'on a développé. Mais cette critique du productivisme, elle porte à la fois sur les finalités de la production,
à quoi ça sert de produire ce qu'on produit, pour quels besoins, et sur les conséquences du mode de production capitaliste. Ce qui est original dans ce contexte, c'est justement de revenir aux besoins, de montrer que le capitalisme n'aliène pas forcément que les travailleurs dans la phase de travail, mais aussi dans la sphère de la consommation, mais aussi dans la façon dont on satisfait nos besoins. Que le supermarché, c'est aussi aliénant que l'usine, d'une certaine façon. Et ça, de relier les deux chaînes de l'aliénation en montrant que la société de production-consommation n'est pas une forme de progrès qui vous permet de consommer par le salaire des marchandises, mais finalement maintient une domination totale sur les gens parce qu'ils sont forcés d'avoir un salaire pour consommer des marchandises et que ce faisant, ils n'ont pas non plus le pouvoir de choisir, de déterminer les moyens de satisfaire leurs besoins. Et ça, cette critique des besoins, elle est très forte et elle se retrouve aujourd'hui dans tous les courants issus notamment de l'écoféminisme allemand, donc par exemple l'école de Bielefeld que l'anthropologue Geneviève Pruvot remet au goût du jour là dans ses derniers livres quotidiens politiques en 2021 et là récemment sur compter justement le quotidien et en fait elle montre bien que la première aliénation c'est d'être dépossédé d'un accès autonome à de moyens de subsistance, en fait d'être dépossédé de la terre et donc de devoir ensuite vendre sa force de travail pour consommer des marchandises. Que la première aliénation, c'est le fait de ne plus pouvoir subvenir à ses moyens en dehors du marché, subvenir à ses besoins en dehors du marché. Alors, Marx intégrait déjà ça dans ses réflexions quand il montrait comment le capitalisme aussi s'impose en interdisant par exemple le glanage en forêt, en empêchant les enclosures, donc des pratiques de subsistance collective dans des terres qui étaient cultivées en commun, en privatisant ces terres. Mais la force de l'écologie politique, c'est de se rappeler que le progrès, c'est pas le supermarché. Que peut-être que l'idéal d'autonomie, c'est pas simplement le supermarché, mais c'est peut-être de retrouver un accès direct à ces moyens matériels de la subsistance. Et ça permet aussi de faire le lien avec toutes les luttes en cours dans les pays du Sud, parce que souvent on dit que la décroissance n'est pas adaptée pour les pays du Sud, etc., qui auraient besoin de développer leurs infrastructures industrielles, etc. Mais en fait, Gors, dès les années 60, montre bien que le capitalisme dans les pays du Sud, dans les pays... leur fait vivre encore un joug du capitalisme colonial, en fait en luttant contre la subsistance, en expropriant les gens des terres et en les forçant à acquérir des marchandises sous la forme du salariat et en luttant contre l'agriculture vivrière et en leur imposant en fait de s'insérer dans un marché de production mondial. Donc finalement, ces réflexions sur les besoins et sur un accès autonome à la subsistance sont déjà pris en compte dans une perspective aussi du Sud dès les années 60 dans cette perspective décoloniale. Ça me semble important de le rappeler pour se dire que l'enjeu c'est pas d'être tous au même niveau industriel tel qu'on l'a construit, puisque notre croissance industrielle a des conséquences dramatiques, mais plutôt de penser les enjeux d'autonomie et de se dire finalement est-ce qu'on veut vraiment que les populations du Sud produisent du café et du chocolat pour le marché mondial, ou bien continuer d'avoir accès à une agriculture vivrière qui finalement permette de satisfaire les besoins locaux. Bon, Céline a dit déjà beaucoup de choses. Peut-être que je peux reprendre, parce que ça me paraît très important ici à la Fondation Jean Jaurès, parce que je trouvais que c'était intéressant que Céline rappelle que dans une tradition socialiste, non marxiste, la question de la décroissance, en fait, avait été d'une certaine manière posée. Et que donc, du coup, c'est pas un sujet totalement nouveau, qui puise ses racines, je dirais, profondément en fait dans la société, et parce que voilà, on voit bien que ce concept gêne beaucoup de gens, hein, et on a du mal à parler sereinement et sans le caricaturer, puisque c'était le terme que tu utilisais tout à l'heure, Alexandre, et que sans doute il est mal compris aussi, donc il y a une difficulté. Y compris au sein des écologistes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus cacher les choses. Au sein de la tradition de l'écologie politique, il y a encore des hésitations par rapport à cette
question de la décroissance. Et donc, ça vaut le coup de l'interroger, dans une perspective historique. Et voilà. Ce qui est intéressant également dans les propos de Céline tout à l'heure, c'est le fait que ce sujet-là, et notamment celui du productivisme, qui est le concept central, eh bien, c'est un des concepts qui a permis, notamment André Gorz, mais pas que, d'aller vers la politisation de l'écologie. C'est-à-dire les dégâts produits, les externalités, finissent par, générer du mal-être et des dégâts qui, petit à petit, peuvent être même irréversibles pour certains. Et donc, du coup, la question du productivisme, du pourquoi produire et tout ça. Peut-être qu'un aspect que n'a pas du tout évoqué Céline dans son propos tout à l'heure, et qui fait que sans doute la gauche, au-delà du concept même de décroissance, est très gênée aux entournures, et on peut le comprendre, et c'est pour ça que ça vaut le coup d'en débattre, c'est qu'évidemment, tout le système de protection sociale s'est construit parce qu'il permettait, à partir de la production, une répartition, plus égalitaire des revenus, une protection des travailleurs. Et ça, c'est quand même très important parce que il y a la question de la protection des travailleurs est finalement une question qui, historiquement, mais déjà dans la tradition socialiste et la tradition communiste des questions de l'écologie. La santé au travail, il y a, c'est une autrice que je commence à découvrir et qui fait des choses très intéressantes que je vous cite, qui s'appelle Stefania Berka, qui a retravaillé tout ça, c'est-à-dire le rapport des travailleurs et de leurs conditions de travail à l'aune finalement des conditions écologiques de leur travail. Et donc elle a fait des études sur plusieurs pays, aux États-Unis par rapport au dossier de préparation à la retraite. En Italie, le Parti communiste, s'était quand même penché très fortement sur les conditions de travail. Et puis au Brésil, alors là, c'est plutôt les travailleurs dans les espaces ruraux. Je pense notamment à la figure très emblématique, alors là c'est assez récent puisque c'est le milieu des années 80 de Chico Mendes, pour revenir sur des propos qu'a tenus tout à l'heure Céline, où la question écologique est prise à travers la question même de l'exercice de la production. Et donc c'est assez intéressant. Alors si maintenant on vient au XXIe siècle, donc on voit bien que ce concept de décroissance pose vraiment des questions à la gauche, et nous on a fait le choix de ne pas dissimuler le problème et de l'aborder de front, hein. Voilà, c'est ce qui fait peut-être que vis-à-vis de nos écrits, il y a un certain nombre d'interrogations, mais on a été précédé par des grands auteurs par rapport à cette question. Mais vous voyez bien que dans le débat actuel, on essaie de trouver d'autres mots pour tourner autour. C'est toi, Alexandre, qui a parlé de sobriété, par exemple. Vous voyez, aujourd'hui, quand on dit sobriété, ça va, ça passe mieux. Mais quelque part, il y a quand même un peu cette idée, c'est-à-dire d'en faire un peu moins. Hein, c'est quand même ça. De la même façon, et d'ailleurs, sobriété, c'est intéressant parce que Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, qui ont rendu un rapport il n'y a pas très longtemps, qui était les enjeux macroéconomiques en fait de la crise climatique,
eh bien, ont osé, donner une définition de la sobriété. Alors, ils parlent de la sobriété énergétique, mais c'est déjà un premier pas où on voit quand même qu'on tourne un peu autour du sujet en se disant, bon, voilà. Et d'ailleurs, Pisani, Ferry et Mahfouz parlent de la décroissance en disant, eux, que c'est un concept philosophiquement intéressant, mais que, évidemment, en termes de mise en pratique, ils ne voient pas très bien comment le faire. Puis, peut-être dernier point, parce que là, ça va nous ramener à un débat actuel et à un autre grand auteur qui me paraît important, puisque Céline est remontée jusqu'au début du XXe siècle, c'est la question du réencastrement de l'économie. Donc là, qui fait appel aux théories de Karl Polanyi, et on voit bien qu'aujourd'hui, un des débats actuel, c'est comment on peut réencastrer l'économie dans les limites de la planète. Et d'une certaine manière, en posant les choses en ces termes, on réaborde la question de la décroissance qui apparaît encore comme un gros mot. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des racines historiques à ce débat qu'on a un petit peu oublié. Il y a une gêne, y compris au sein même de la tradition écologiste, et on voit bien que par un discours, enfin une rhétorique, on tourne autour pour essayer peut-être de le traiter, parce qu'on n'arrive pas à le traiter de fond, parce que le système capitaliste aujourd'hui ne fonctionne que s'il y a de la croissance, et que également notre système de protection sociale est construit essentiellement parce qu'il répartit, ou il permet de répartir et protéger les travailleuses et les travailleurs par la croissance. Voilà, mais après, c'est quelque chose qui peut nous emmener très loin, parce que le fait de satisfaire ces besoins uniquement par le marché, ça va très loin. Enfin, je veux dire, puisqu'on est à la Fondation Jean Jaurès, je rappelle ce petit débat qui est très intéressant, dans lequel d'ailleurs Gortz s'était beaucoup investi. Au milieu des années 80, la gauche est donc au pouvoir, je vous le rappelle. On l'a un petit peu oublié peut-être. Eh bien, il y a tout ce débat autour des petits boulots, des emplois de proximité, et toute l'idée qui consiste à, face au chômage, essayer par tous les moyens de créer des emplois. Ce qui était une intention parfaitement louable, mais qui consistait à essayer de solvabiliser des choses qu'on allait transformer en emplois. Donc, l'idée, c'était on va créer des emplois, comme ça les gens ne feront pas par eux-mêmes, mais ils feront faire. Et donc, vous voyez que quand vous rentrez dans un système qui fonctionne comme ça, eh bien, on rend les gens de plus en plus dépendants à l'égard du marché. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, des questions de pouvoir d'achat, par exemple, ça fait partie du problème. Ça fait partie du problème. Et c'est une vraie bataille culturelle. Oui. Mais d'utiliser le mot sobriété, là, Pisani Ferry, c'est déjà... Alors, c'est trop lent, mais c'est déjà des petites étapes. Non, mais ça montre que le sujet, il est là. Alors après, il faut essayer de savoir comment le prendre. Mais voilà, et donc nous avons fait le choix dans ce livre de l'aborder de front. Merci Christophe. Autre point fondamental, c'est le rapport à la nature. Et vous mentionnez souvent évidemment Philippe Descola, et qui pose la question de la binarité du dualisme nature-culture, du naturalisme, de ce qu'il appelle l'ontologie occidentale. Donc, avec une remise en cause de l'anthropocentrisme, etc., de ce naturalisme, et qui est vraiment aussi un marqueur fondamental entre l'écologie politique et le reste de l'ensemble de la gauche. Et on peut aussi relier le rapport original de l'écologie politique au féminisme, avec l'écoféminisme. Vous citez Caroline Merchant, qui relie l'opposition culture-nature à l'opposition femmes-hommes. Donc, abordons ce sujet.
plus philosophique, dirons-nous. Oui, on pourrait dire que, alors, l'argument de l'écoféminisme, c'est de dire que historiquement, là où il y a de la domination de l'homme sur la nature, il y a aussi de la domination de l'homme sur les femmes. Donc, ça n'implique pas nécessairement une essentialisation de la nature. Ça n'implique pas de dire que, enfin, de distinguer nettement cela. C'est plutôt de voir comment les techniques de domination s'exercent de façon parallèle sur des enjeux naturels. Donc, un cas qui a beaucoup traité l'écoféminisme, c'est l'agriculture. C'est le fait de chercher à privatiser des graines, le fait de chercher à privatiser le vivant, donc de chercher à contrôler la reproduction des graines, de la même façon qu'on cherche à contrôler la reproduction du corps des femmes. Les débats plus théoriques sur cette division nature-culture, etc., dans lesquels s'insèrent des scolas, bon, c'est vraiment des débats philosophiques du XXe siècle qui étaient déjà débattus dans la tradition philosophique, puisque tout un courant philosophique du XXe siècle, qui est la phénoménologie, à laquelle participe Jean-Paul Sartre, mais aussi Maurice Merleau-Ponty, et dont vient aussi André Gorz, en fait, propose de dépasser ce partage. Merleau-Ponty dit textuellement en 1945 dans Phénoménologie de la perception, tout est naturel et tout est culturel chez l'homme. Tout est naturel et tout est fabriqué. Donc en fait, bon, le dualisme, on le dépasse un peu comme ça. Et face aux écologistes qui sacralisent la nature en pensant une sorte d'inaction et de préservation à l'identique, Gorz s'oppose tout à fait dans un petit texte qui a été édité en 2015 qui s'appelle Le fil rouge de l'écologie, où il s'oppose à une nature sacralisée et où il dit face à des écologistes qui prétendent défendre la nature avec un grand N, moi je rappelle que tout être vivant transforme nécessairement son écosystème. Tout être vivant, pour survivre, puise des ressources dans un écosystème, aussi bien l'abeille que le castor, que l'humain. Et la question, c'est que puisque l'humain n'a pas de limite naturelle de son action, eh bien, il doit se donner des limites culturelles. Et donc, la limite culturelle que dresse Gorz dans ce texte, c'est notamment des limites à fixer à l'économie qui, justement, n'a pas tenu compte des limites naturelles, des limites des ressources naturelles. Donc, Gorz n'est pas un penseur qui défend une écologie biocentrée, qui serait centrée sur le vivant, mais au contraire, il assume un anthropocentrisme en disant qu'il faut prendre acte du fait que c'est l'humain qui détruit ses propres conditions de vie sur Terre, et qui détruit d'ailleurs les siennes, et que on a besoin d'identifier que le problème, c'est l'humain, pour comprendre aussi que c'est l'humain qui doit agir. Et là-dessus, dans tous ces débats sur la considération de la nature et du vivant, il y a un texte de Frédéric Lordon qui a été publié dans Le Monde diplomatique il y a quelques années, qui s'appelle « Pleurnicher le vivant » et qui s'oppose justement à tous ces théoriciens qui veulent sensibiliser au vivant en disant qu'en fait, à la fin, on oublie le capitalisme. Et Gorz aurait été tout à fait dans cette dynamique-là en disant, rappelons-nous que le problème, c'est pas simplement un rapport théorique au vivant. On pourrait aussi se dire que ce rapport d'insensibilité à la nature et au vivant est aussi le résultat d'un mode d'existence capitaliste qui a mené à l'exode rural, qui a mené à l'urbanisation, qui a mené à tout bétonner aussi. Et donc, c'est aussi le produit de ce mode d'existence et ce n'est pas simplement un problème théorique de représentation, etc., qu'on va régler en allant caresser des arbres, quoi. Et ça, c'est rappeler qu'il y a un enjeu de critique sociale dans cette écologie, comme le faisait Gorz dans les années 70 et comme le fait aujourd'hui Frédéric Lordon, par exemple. Et ça me semble important pour essayer de se dire, bon, bah, quel est le combat? Parce que ensuite, la protection de la nature avec un grand N, on peut en faire plein de choses. Vous pouvez privatiser des grands parcs façon Disneyland. Vous pouvez laisser l'État gérer de façon technocratique les forêts. La question, c'est comment on préserve finalement un milieu de vie dont on dépend. Et donc, Gorz, plutôt que de penser l'écologie comme une défense de la nature sacralisée, disait l'écologie, c'est la défense d'un milieu de vie dans lequel on est familier, auquel on est habitué, qu'on connaît, qu'on peut voir se dégrader, etc. Et donc, l'écologie, c'est le moment où on se bat pour défendre ce milieu de vie. Et ce milieu de vie, ça ne veut pas dire qu'il y a
que de la nature et pas de culture. C'est ce milieu de vie, c'est un ensemble de ressources écosystémiques, d'interactions entre du vivant, des héritages passés, des vieilles maisons, etc., et qui interagissent justement dans une même situation. Mais la différence entre qu'est-ce qui est naturel là-dedans ou culturel, finalement, ne se pose pas. Et on voit bien que on a tous ces problèmes quand on pense au cas des forêts, puisque les Landes, c'est construit par Haussmann. Donc l'impression d'être dans la nature parce qu'il y a des arbres, c'est aussi une fausse, finalement, c'est aussi une fausse représentation. Donc voilà pour ces débats théoriques par-delà cette idée de nature. Il me semble que ce qui était présent dans ces débats dans les années 70 sur le besoin de préciser en fait quel est le problème et quel est l'adversaire en évitant le flou derrière cette idée de nature ou de vivant me semble important aussi pour comprendre quels sont les enjeux et quelles sont aussi les différentes possibilités, puisque la protection des parcs naturels tels que l'ont fait les États-Unis originellement, etc., ou la gestion bureaucratique par des ingénieurs à Paris des territoires nationaux, etc., y compris la gestion dans les années 60 par le génie rural qui a décidé le remembrement des parcelles. Voilà, parfois la gestion bureaucratique de la nature avec un grand N, ça pose des problèmes aussi. Et donc, pardon, je finis sur le milieu de vie, mais avec cette définition très extensive de l'écologie, on peut aussi se dire que l'écologie, pour Gorce, ne naît pas dans les années 70, puisque défendre un milieu de vie qui nous paraît familier et pour lequel on se bat parce qu'on veut garder l'accès à des terres communes, parce qu'on veut garder l'accès à la forêt pour aller faire du glanage, parce qu'on ne veut pas être des populations déplacées, finalement, ça fait entrer dans le camp de la classe écologiste énormément de monde, même des gens qui ne se proclameraient pas de l'écologie. Ça veut dire que les populations qui luttent contre Total et ICOP en Ouganda sont des écologistes, défendent un milieu de vie familier, défendent en fait l'accès à des terres et à des habitudes sur cette terre-là. Ça veut dire que toutes les luttes contre l'exploitation du lithium en Amérique latine sont des luttes écologistes. Et ça me paraît intéressant pour comprendre aussi les grandes oppositions justement schématiques et aller par-delà simplement ce qui s'appelle écologie par des marques ou des partis extérieurs dans le fond. En essayant de comprendre que toute population qui se défend pour préserver ses conditions d'existence en l'état peut être considérée comme écologiste. Christophe. Pour compléter ce qu'a dit Céline à l'instant, et puis pour le rendre, je dirais, aussi actuel et très, très concret, moi je vous invite à vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui des gens seraient prêts à défendre la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui fait le pont avec le précédent point, c'est-à-dire sur la décroissance. Donc vous voyez que dans ce conflit, puisque ça en a été un, et Dieu sait qu'il a été quand même violent et long, très long, il y avait donc un certain nombre de personnes assez radicales en fait dans leur position, avec des occupations. C'était une zone à défendre, enfin voilà, qui à travers leur action finalement défendaient un milieu de vie, défendaient une conception de la nature, une conception de l'utilisation de la nature, contre un projet qui, je vous le rappelle pourtant, a reçu l'approbation majoritaire lorsque un référendum a été organisé. Alors après, il y avait tout un tas de contestations sur le périmètre, qui avait été choisi pour la population qui allait être interrogée par rapport à cette question. Le référendum a dit il faut construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Aujourd'hui, je pose la question ici à la Fondation Jean Jaurès, qui serait d'accord pour relancer la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes? Je ne veux pas faire de pari, mais je pense qu'il y aurait... On peut, mais si vous voulez, on le fait. Si Alexandre, qui est le maître de cérémonie, le souhaite. Mais vous voyez... Polémique, parce que l'A69... et défendu par Carole Delga. Oui. Voilà. Donc, on peut étendre la question de... J'ai fait un peu exprès de prendre le cas de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes parce que, je considère, et en suggérant un
petit référendum dans cette salle, que l'affaire était, déjà derrière nous. Je ne voulais pas lancer de polémique sur une affaire qui oppose d'une certaine manière le peuple de l'écologie à des dirigeants d'une grande région du sud-ouest de la France. Parce que en fait notre travail, comme tu l'as un peu sous-entendu dans ton introduction tout à l'heure, Alexandre, c'est pas, c'est de l'histoire de la pensée. On a fait de l'histoire de la pensée, on essaie de resituer un certain nombre de grands débats. On sait très bien qu'il y a des élections en ce moment, qu'il y a des oppositions au sein de la gauche sur tout un tas de sujets. Mais et puis pour terminer donc là-dessus, ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'aujourd'hui dans l'effervescence de l'écologie politique, de la pensée, du discours sur la modernité, les penseurs qu'on a appelés les penseurs du vivant, et on a fait référence à Bruno Latour tout à l'heure, il en faisait partie, ces gens-là ont mis un certain nombre de sujets sur la table, dans le débat politique, qui aujourd'hui n'est pas tellement contesté. Il est souvent caricaturé, ami des bêtes ou je sais pas quoi. Bon, voilà. Et Céline a raison de dire que finalement c'est quand même l'homme qui a mis la planète sur cette trajectoire aujourd'hui, et que c'est pas les zèbres qui vont nous faire changer la trajectoire. C'est avant tout nos propres façons de prendre des décisions pour remettre les choses dans la direction de la préservation de la vie. C'est évident, mais on voit bien que ça fait partie des thématiques que l'écologie politique a mis dans le débat public et dans le débat politique et de l'histoire de la pensée qui compte aujourd'hui et que toute la gauche ne peut pas esquiver. Voilà. Merci Christophe. Je pense qu'on va passer au débat avec les participants. Juste pour répondre sur le 69, en effet, ça reste encore un sujet clivant au sein de la gauche et du PS, que tu évoquais Caroline Delga, et par exemple Glucksmann y est plutôt opposé pour des raisons et d'autres, mais après, au sein de la Fondation, je pense aussi il y aurait des clivages. Moi, personnellement, non, mais c'est très sain. C'est très sain qu'au sein de toutes les traditions tout à fait, il y a un débat, il y ait des débats et que c'est la preuve que les gens sont pas morts. Et que ça évolue, parce que je pense qu'il y a 10 ans, il n'y aurait même pas eu débat au sein de certaines formations de la gauche sur ce sujet. Et heureusement, ça évolue. Ce que je voudrais dire avant effectivement qu'on passe, aux échanges avec la salle, et je pense que ça peut être tout à fait intéressant d'avoir ces échanges-là sur ces sujets. Nous, notre option dans ce livre, c'est de montrer que l'écologie politique est un discours qui s'est construit, qui s'est imposé et qui a sa place au sein de la gauche, mais il est maintenant installé et il continue à vivre et faire naître le débat au sein de la gauche. Mais nous sommes partisans du dialogue. Du dialogue entre les traditions. Enfin, je veux dire, et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a tout un tas, et c'est ce qu'on dit en introduction d'ailleurs, qu'il y a tout un tas d'expressions qui essaient de faire en sorte de se rapprocher des traditions. L'idée d'une écologie populaire, l'idée d'une planification écologique, l'idée d'une nouvelle classe écologique, comme l'a mis en avant Bruno Latour avec son co-auteur Nicolas Schulz, sont quand même des expressions qui tentent de faire en sorte que ces traditions de la gauche dialoguent. Bon, voilà. Nous, notre option, ça a été de dire que l'écologie politique a sa raison d'être en tant que telle. Et d'ailleurs, l'ouvrage s'ouvre avec une petite pique en direction de la social-démocratie. Mais on est allé chercher Anthony Giddens, qui, donc à la fin des années 90, je vous rappelle, est quand même un grand auteur qui a essayé de refonder la social-démocratie avec un succès relatif, mais qui posait... Et donc, d'une certaine manière, historiquement, il y a 25 ans, la social-démocratie a essayé de se saisir pour se refonder
mais elle est passée à côté de l'apport de l'écologie politique. Voilà, pardon. Du coup, non, mais j'ai fait ce long... C'était intéressant et nécessaire. De toute façon, on pourrait aborder le sujet, la classe écologique avec Bruno Latour, mais aussi l'écofascisme, le rapport au pouvoir. Enfin, les sujets sont multiples, mais je vous propose d'entamer l'échange entre Céline et Christophe et vous. Le micro arrive. Merci Maya. Là, le monsieur avec des lunettes, là, au troisième rang. Oui. Oui, la gauche doit à l'écologie beaucoup de choses, mais on peut le dire aussi de la droite. La droite aussi lui doit beaucoup de choses, puisque l'écologie, c'est affaire de compétences techniques, de connaissances scientifiques et de biens communs. Donc elle ne peut pas être l'axe d'un discours partisan. La simple idée qu'il y ait un parti écologiste est en soi une absurdité. Nous sommes tous écologistes. Et on peut très bien considérer que si on fait entrer les préoccupations environnementales dans les missions régaliennes, un État démocratique peut très bien les assumer aussi légitimement qu'un État socialiste. Et dans l'État démocratique, il y a de l'alternance entre la droite et la gauche, les gouvernements se succèdent. Dans chaque gouvernement, il y a un ministère de l'écologie ou de l'environnement, qui est tenu par un ministre soit de droite, soit de gauche. Les deux sont aussi légitimes et compétents pour traiter les questions d'équilibre naturel. Alors l'écologie, on peut dire qu'elle peut être politique au sens très large, mais en aucun cas, elle ne peut être partisane. Ça, c'est une absurdité. Alors là-dessus, c'était un débat qui se posait beaucoup dans les années 70, justement, quand il y a eu l'émergence de cette nébuleuse écologiste et les premières politisations lors des élections municipales de 77 et législatives de 78. Les distinctions qui étaient faites à l'époque, c'était de dire l'écologie scientifique va décrire justement les équilibres écosystémiques, le fait que les abeilles participent à la pollinisation, le fait qu'on a tel et tel stock de telle et telle ressource en cuivre, en pétrole, etc. L'écologie scientifique peut donc décrire des équilibres écosystémiques, des stocks, donner des informations, et par là, l'écologie politique se distinguait en affirmant, en affichant être un projet normatif orienté par certaines valeurs. Et donc, tout l'enjeu, c'était le débat sur ces valeurs-là. Et c'est pour ça que parfois, on parle aussi d'éco-socialisme pour définir, pour parler précisément d'un projet qui articule critique sociale issue du socialisme et de la gauche, issue d'une critique du capitalisme, avec une critique écologique qui tient compte des conditions matérielles dans lesquelles l'économie se réalise, des dégâts, etc. Donc là, c'est pour distinguer sur les mots, on peut faire cette distinction entre écologie scientifique et écologie politique, qui s'assume comme un projet normatif, qui fait donc des choix de valeurs. Et Gors parlait déjà de ça dans les années 70, et notamment dans un article de 92 qui s'appelle « L'écologie entre expertocratie et autolimitation », où il disait qu'il pourrait y avoir une dictature écologique qui prétend gérer les stocks des ressources, qui prétend gérer la natalité, qui prétend gérer les émissions de gaz à effet de serre, mais que ce ne serait pas... Donc il pourrait y avoir un projet écologique, mais qui ne serait pas un projet écologiste, parce que pour lui, les valeurs de l'écologie politique en tant que projet normatif, c'était des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, si vous voulez. Et c'est aussi Alain Lipietz qui disait que l'écosocialisme, l'écologie politique retransforme ces valeurs-là en disant que la liberté, c'est aussi justement l'autonomie dans ses conditions, dans le choix de ses conditions d'existence, autonomie dans la gestion de ses besoins, que l'égalité, c'est aussi notre égal impact écologique, notre égal impact sur la planète en termes d'émissions des gaz à effet de serre, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, les riches polluent plus que les pauvres, de façon caricaturale, les hommes plus que les femmes aussi. Ah bah si, là il y a des trucs sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors c'est parce qu'on externalise, alors là il y a plein de débats là-dessus. C'est parce qu'on n'internalise pas les émissions CO2 importées. Bon, donc en tout cas, il y avait déjà ce débat sur l'égalité aussi dans l'impact écologique et enfin cette fraternité que Lipietz disait que ça change aussi en intégrant les générations futures justement. Mais donc tout à fait, on peut faire. Donc Gors disait, il pourrait y avoir un pouvoir autoritaire qui gère la rationalité écologique. Et donc la question que posait Gors, c'était de dire
qui gère la rationalité économique? Veut-on que ce soit géré uniquement par un pouvoir technique? Et moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que la façon dont on parle de planification écologique et la façon dont les décisions écologiques sont prises au sein de l'État, elles sont captées par des économistes et des ingénieurs. Beaucoup des hommes d'ailleurs. Les sciences sociales n'existent pas dans ces milieux-là. Et donc, on a des problèmes aussi, ça c'est très intéressant d'un point de vue d'épistémologie, de sociologie des sciences, sur qui prend les décisions sur ces enjeux-là. Donc on voit qu'il n'y a pas de pouvoir populaire qui prend des décisions écologiques aujourd'hui. Et que le seul moment où on est allé dans cette direction-là, c'était la Convention citoyenne pour le climat, et ensuite toutes les propositions ont été balayées. Donc en effet, Gorz posait déjà cette question-là, de dire qui gère la rationalité écologique. Et donc on peut tout à fait distinguer un pouvoir écologiste, un projet normatif qui assume des valeurs, qui assume d'aller dans une direction plutôt qu'une autre, et une écologie scientifique qui ne fait que nous informer sur les effets des bouleversements, des équilibres écosystémiques, etc. Donc ça, on peut tout à fait distinguer les deux. Donc en ce sens, il peut y avoir une gestion écologique autoritaire. Et ça, Gorz le dit déjà dès les années 90 pour aussi alerter face à ce risque-là et en disant c'est important de réaffirmer les valeurs que porte l'écosocialisme. Tu veux dire un mot, Christophe? Ben, oui, en complément, il y a des traditions à droite qui pensent l'écologie. Vous avez parfaitement raison. Voilà, donc elles existent et comment dire, elles se renouvellent aussi. Alors, pour parler plutôt de l'extrême droite, d'ailleurs, vous avez un grand penseur comme Alain de Benoît, qui n'est pas un imbécile, hein, je veux dire, qui, voilà, du Grèce, qui, comment dire, très tôt, y compris peut-être dans les années 70 d'ailleurs même, avait commencé à investir le sujet de l'écologie, avec des options qui sont des options effectivement de droite, c'est-à-dire au sens où sacralisation, tradition, ancrage, comment dire, dans des identités, voilà. Et donc cette tradition d'une écologie de droite existe historiquement et elle continue à nourrir la pensée de droite sur l'écologie. Je ne sais plus quel était le politique d'extrême droite qui disait mais de toute façon la meilleure comment dire, mesure d'écologie aujourd'hui, c'est la frontière. C'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait plus de flux, parce que, comment dire, ce sont les flux... Non, enfin, non mais, oui, alors vous voyez, CO2, cette idée que, comment dire, une grande mesure écologique serait de fermer les frontières. Vous voyez à quel point, voilà, ça, on arrive à, comment dire, concevoir, avoir une conception, une politisation de l'écologie qui n'est pas la politisation de l'écologie dont on a parlé, nous, et qu'on défend dans ce livre. Il y avait autre chose que je voulais dire en réaction à ça, mais ça me reviendra. Et parce que là-dessus, peut-être aussi, par-delà le clivage droite-gauche tel qu'on le connaît aujourd'hui, un clivage qui est pertinent aussi pour distinguer au sein de courants au sein de la gauche comme au sein de la droite, c'est un clivage conservateur versus moderniste. Et en fait, au sein de la droite comme au sein de la gauche, il y a toujours eu un pan moderniste qui veut de la croissance économique, qui veut transformer la société, etc. Et un pan plus conservateur, justement, plus dans les traditions. Et donc en fait, selon que vous êtes conservateur de droite ou de gauche ou moderniste de droite ou de gauche, vous allez avoir une certaine représentation aussi de l'écologie, de sa critique du progrès ou non. Et donc finalement, puisque l'écologie politique dans les années 70 a critiqué une certaine image du progrès et de la modernité, ben en fait toute la critique conservatrice de droite peut aussi se réapproprier cette critique-là. Et c'est aussi pour cela que des auteurs aussi comme Jacques Ellul et Bernard Charbonneau sont aussi relus dans cette perspective-là aussi. Donc en fait, je pense qu'on peut avoir aussi en tête cette dialectique-là pour comprendre ces partages.
Oui, non, c'est ce qui me revenait à l'esprit, c'est le fait que vous êtes intervenu en disant, bah, de toute façon, tout le monde est écologiste, parce que vous voyez bien, dans un gouvernement aujourd'hui, il y a toujours un ministre, comment dire, de l'écologie, et donc il est à gauche quand c'est la gauche qui est au pouvoir, et il est quelqu'un de droite. Bon. C'est une façon assez, comment dire, technocratique quand même d'aborder le sujet. Après, d'ailleurs, si on rentrait dans les polémiques, je dirais, d'ordre un peu politicien, ensuite, on voit bien, est-ce qu'on y met des moyens, est-ce qu'on n'y met pas des moyens? Vous voyez bien que le débat qu'on vient d'avoir, notamment après la crise agricole, a conduit assez vite de voir que la question, la priorité et la défense des questions écologiques, finalement, est très, très, très vite passée à la trappe. Vous voyez, donc il y a quand même il y a une défense, une façon de défendre l'écologie politique qui n'est pas la même d'un bord ou d'un parti à l'autre. Ce qui me paraît alors pour rester au sein simplement de la gauche, qui me paraît le plus compliqué dans les débats, c'est l'envie ou non d'essayer de modifier le mode d'existence. Là, il y a un vrai débat parce que dès qu'on touche trop au mode de vie et qu'on ne veut pas aller véritablement faire changer fondamentalement les comportements, les habitudes, les modes d'existence, eh bien là, on voit bien des clivages, se naître, et ils peuvent être assez violents d'ailleurs. Enfin, je veux dire, de préservation d'un certain mode de vie qu'on ne veut pas remettre en question, alors même que on devrait devoir le faire. Il y a un sujet, et ça revient encore à la décroissance, tu vois à quel point ce sujet est quand même assez central dans le débat politique, notamment vis-à-vis de l'écologie. C'est s'il y a quelque chose qui porte et qui fait peut-être assez facilement consensus, c'est l'idée qu'il faut ralentir. C'est qu'aujourd'hui, la trajectoire, l'organisation de notre société nous entraîne, dans quelque chose que les populations ont du mal à suivre, et en plus de ça, ont du mal à suivre parce que c'est des impacts véritablement sur leur vie, mais en plus de ça, ils ne savent pas qui décide. Qui a décidé? Oui, alors excusez-moi, du coup, on a... Enfin bon, c'est moi qui... Bon, d'une part, par rapport au fait d'être écologie de droite ou de gauche, ça me suggère quelque chose, c'est pas ce que je voulais dire, mais enfin, dans le domaine de l'agriculture, par exemple, l'idée de la production, l'idée de la proximité, vous savez, le marché de proximité, tout ça, moi je trouve ça très sympa, mais ça peut être complètement de droite, voire d'extrême droite. Et puis, si je connais l'association Terre de Liens, j'en fais partie d'ailleurs, vous connaissez peut-être, qui consiste à racheter des terres pour les rendre plus accessibles aux jeunes agriculteurs, puis pour essayer d'arrêter la spéculation, l'artificialisation, etc. Mais ça, après tout, on peut dire que ça peut être de droite, sauf que c'est quand même pas la droite qui le fait. Enfin, parce que la droite aujourd'hui ne s'oppose pas au capitalisme et au marché, et aussi bien la droite que l'extrême droite. Non, mais en fait, à la fin, c'est le rapport au capitalisme, hein, parce que... Mais attendez, alors, je voulais dire autre chose en fait au départ. Parce qu'il y a d'énormes contradictions, visiblement, enfin des contradictions entre le social, on va dire, et l'écologie, ça c'est le plus classique. Est-ce qu'il y aurait pas, on ne pourrait pas partir d'un point de vue finalement plus général, plus global, qui s'appelle l'aménagement du territoire, quelque chose qui a été complètement oublié, visiblement, même s'il y a une espèce de, je sais pas quoi, de fondation, de commission dirigée par Pérou, mais dont on n'entend jamais parler, qui ne sert à rien. Mais moi, ce qui me suggère cette idée, c'est cette politique de densification à Paris, par exemple. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais Hidalgo était parti pour ça. Enfin, alors une ville qui est déjà une des plus denses du monde, complètement irrespirable quand il y a des pics de chaleur, etc. Et qui en plus l'air ne circule pas. Enfin bref, je ne rentre pas dans les détails. Et on veut encore densifier. Et je vois ça dans le 18e, pas loin de chez moi. Encore des trucs.
on occupe des espaces qui existent encore un peu végétalisés, tout ça pour construire encore, etc. Mais c'est un délire. Seulement, l'argument, c'est qu'il faut construire pour faire des logements. On manque de logements, c'est un fait. Mais est-ce qu'on va, loger toute la France ou le monde entier à Paris, quoi, je veux dire, et même en Île-de-France. En Île-de-France, je crois qu'il y a le tiers des emplois de cadres. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il me semble, j'ai entendu ça, je l'ai lu ça une fois. Alors, mais est-ce qu'on pourrait pas revenir à une intelligence un peu plus globale pour éviter de bousiller même Paris, de bousiller même l'Île-de-France, parce que le Grand Paris Express, ça va être un Tchernobyl de bétonisation, je pense, enfin avec les gares, etc. Bon, est-ce qu'on pourrait pas prendre les choses autrement, d'une manière plus intelligente, mais alors là plus politique et puis. Bon. Mais alors, plusieurs petites réactions par rapport à votre propos, mais très, très vite. Et pour revenir, à la thématique du livre, c'est-à-dire, l'histoire de la pensée, l'écologie politique. Vous avez dit, le social et l'écologie s'opposent. S'il y a quelque chose qu'essaie de faire l'écologie politique, c'est de le penser simultanément. Voilà. C'est-à-dire de ne pas faire d'arbitrage entre le social et l'écologie, mais d'essayer de penser les deux de façon simultanée. Vous avez ensuite parlé d'aménagement du territoire. Juste, c'est marrant parce que dans justement les grands penseurs qu'on a évoqués, et particulièrement français, Céline à plusieurs reprises a fait référence à Jacques Ellul et Bernard Charbonneau. Ce sont des gens qui ont traduit en actes, leur engagement pour l'écologie politique, en s'opposant à la bétonisation de la côte aquitaine. Enfin, je veux dire, c'est des combats énormes qui ont été menés par ces gens-là en opposition à ce qui avait été fait sur la côte d'Azur et qui n'en voulaient pas. Et donc, vous voyez, en termes de façon de concevoir les choses. Après, sur Paris, et le fait qu'on densifie et tout ça, s'il y a quelque chose qui est très ancré dans la tradition de l'écologie politique, notamment en France, c'est cette idée de la décentralisation, des rapports au pouvoir qui est très décentralisé. Le mouvement écologiste et quand il a décidé de rentrer dans le jeu de la compétition électorale, c'est-à-dire qu'il est rentré avec le fait de présenter un candidat à l'élection présidentielle. On se souvient tous de René Dumont, qu'on a moqué avec son verre d'eau. Mais aujourd'hui, qui a envie de se moquer de René Dumont et de son verre d'eau quand il nous disait on va manquer d'eau? Alors aujourd'hui, c'est un petit peu difficile avec toute la pluie qui tombe de dire qu'on va manquer d'eau, mais enfin c'est quand même une réalité. Mais donc cette idée du rapport au pouvoir, à la centralisation des décisions, est quelque chose de très très ancré dans la tradition de l'écologie politique. Elle fait partie de l'ADN, si vous voulez. Voilà. Donc, vous voyez, trois petites réactions, mais du coup, je parle beaucoup trop. Et c'était dû aussi à un raisonnement technocritique qu'avait Gors, aussi bien qu'Illich, sur la critique des grosses entités, des grandes entreprises, des grandes villes. Gors, il y a un article des années 70 où il critique New York en disant que c'est une ville gigantesque et asphyxiée. Et de fait, les villes américaines aujourd'hui sont endettées aussi à des auteurs incroyables. Mais en tout cas, il y avait une critique du gros. Et d'où vient l'obsession du gros? Gors dit très bien, il y a toute une critique du gigantisme qui dit que c'est le capitalisme qui a besoin du gigantisme. C'est le capitalisme qui a besoin de concentrer le pouvoir économique, tout comme le pouvoir politique. Et donc, on peut faire très bien une critique écologiste libertaire, aussi bien vis-à-vis d'une concentration du pouvoir économique, des grandes entreprises qui monopolisent aussi les ressources et qui utilisent leur pouvoir pour justement peser dans les négociations, et avoir aussi une critique vis-à-vis de l'État, puisque justement, qui est-ce qui a besoin de concentrer les populations? Qui est-ce qui a besoin de fixer les populations sur un territoire? C'est l'État. Et là, on a beaucoup. Par exemple, il y a toute une tradition en anthropologie qui remonte à James Scott, à David Graeber, par exemple, qui montre aussi que l'angoisse des États modernes, c'est les nomades.
c'est les populations qu'on ne contrôle pas. Et la volonté aussi d'avoir des populations concentrées sur des territoires, c'est aussi ensuite des populations qu'on peut contrôler, des main-d'œuvre à disposition, et donc c'est beaucoup plus évident à gérer que des main-d'œuvre dispersées d'une certaine façon. Donc, je pense qu'on peut avoir aussi une critique de ce besoin de concentration. Oui, ça dépend ce que vous appelez à quand vous datez l'industrie et le capitalisme aussi. On pourrait dire que l'Empire romain le faisait déjà. Oui. Allez-y. Oui, bonsoir, merci beaucoup. C'est votre petite remarque sur Notre-Dame-des-Landes qui m'a fait me demander ce que une écologie politique et de gauche va avoir à dire sur tous les projets qui sont liés non pas à la lutte contre la dégradation de l'environnement, mais à l'adaptation aux conditions, à la dégradation des conditions de la nature et des modes d'existence. Donc, est-ce que ça renforce la dimension de gauche décentralisée, de la décision au plus près du problème? Comment est-ce que vous voyez, plus d'une façon opérationnelle, les conséquences que la situation où on est? Je pensais aux méga-bassines, qui sont des stratégies d'adaptation, qui ne sont pas des stratégies de remédiation. Des stratégies d'adaptation au problème. Mais qui ne sont pas des stratégies de remédiation. Ah oui, d'accord, ok. Bon, moi, là, je pense que, vous posez une question très, très importante, mais elle arrive presque à la fin de notre échange, mais bon, il y aura sans doute des suites à tout ça. Moi, s'agissant de la planification écologique, alors ce qui est assez intéressant dans cette histoire de planification, c'est que c'est un sujet qui a été mis dans le débat public en 2017, notamment par la France Insoumise, qui a été reprise par la NUPES en 2022, auquel on a ajouté planification écologique et sociale, c'est-à-dire et démocratique, parce que effectivement, la difficulté avec le mot planification, c'est que on se dit que c'est la technocratie qui est en train de prendre les rênes et qui conduit le changement sans forcément faire en sorte que les populations soient associées aux décisions. Et donc effectivement, il y a un enjeu extrêmement important autour de effectivement qui décide et comment les choses sont décidées. Et donc à mon avis, cette question de la planification écologique, on n'en est qu'au début, c'est-à-dire que du fait que est-ce qu'elle va véritablement produire des résultats, quels moyens on va y mettre, quelle façon les populations vont être associées, et je pense que ça va refaire naître des clivages au sein de la gauche. Ça me paraît assez évident que la tradition de l'écologie politique va peut-être contester la façon technocratique de conduire les choses. Mais là où ça devient vraiment que c'est la période, c'est le moment dans lequel on est qui va accroître ces tensions, c'est que on est pressé, que ça change. Et il faut que ça change vite. Dans le bouquin, on évoque justement cette idée qu'on était dans des traditions de pensée où on avait le temps devant nous, la durée devant nous. Un optimisme. Un certain optimisme porté par le progrès continu. Et donc, c'était la notion de durée qui était... Aujourd'hui, c'est plus la notion de durée. Et Bruno Villalba l'a très bien montré. C'est la question du délai. C'est-à-dire qu'on a un problème. Et que donc, il va falloir prendre des décisions que plus on les retarde, on les diffère, plus elles vont être difficiles. C'est, comment il s'appelle
Pierre Urmic, qui est le maire de Bordeaux, qui dit l'écologie plus tard, c'est l'écologie trop tard. Et enfin, moi, je lui donne raison. Enfin, je dis, c'est une façon très ramassée de dire les choses. Et voilà, je crois qu'il y a un petit problème aussi dans la confiance qu'on peut faire aux habitants, dans leur capacité à prendre des décisions, à trouver des solutions locales. Enfin, je suis sûr, dans cette salle, on a tous dans notre entourage des gens qui s'engagent et qui trouvent des solutions. Donc, je pense que c'est très important de jouer la carte de la confiance avec les habitants pour trouver des solutions, même si elles sont très disparates, elles ne sont pas homogénéisantes, comme le suggérerait effectivement une politique de planification. Parce que on voit bien que cette idée derrière la planification, d'ailleurs on l'évoque dans le livre, c'est que tout un chacun participerait à une grande machinerie, quoi. C'est-à-dire, on serait, chacun d'entre nous, on aurait à exécuter un certain nombre de choses qui seraient conformes à la façon très planifiée. Il y a une forme de militarisation, si vous voulez, dans cette idée sous-jacente quand même à la planification. Vous voyez, là, je pousse un peu la chose, mais il y a ce risque. Voilà. On voit bien aujourd'hui le Shift Project a pris un ascendant dans le débat public qui est assez considérable, mais qui est assez bien aligné sur cette idée de planification. Et en plus de ça, il est très aligné sur l'idée qu'en gros, il n'y a qu'un objectif, c'est la décarbonation. Vous voyez ? Et donc, ça enferme de plus en plus le truc. Et d'où, conséquence, excusez-moi, je vais jusqu'au bout du raisonnement, de la part de Jean Covici, c'est que la solution, c'est le nucléaire. Et donc, on retrouve à nouveau quelque chose, un mode de production d'énergie qui est extrêmement centralisé, qui est très compatible avec un État fort au sens autoritaire. Je veux dire, dans les années 70, avant même de parler de la question de qu'est-ce qu'on va faire des déchets, eh bien, c'était le fait que le nucléaire est quand même une façon de produire de l'énergie qui est une société policière. Il y a eu le mouvement écologiste, d'une certaine manière en France, est né dans justement la contestation du nucléaire, de la construction de certaines centrales. Fessenheim était une des premières sur lesquelles il y a eu des conflits. C'est pas un hasard si c'est Fessenheim à un moment donné que, je veux dire, les accords entre François Hollande et les écologistes ont conduit au démantèlement. Mais le problème, c'est qu'on est maintenant dans un délai. Vous voyez, et donc du coup tout le débat est conditionné, très très fortement conditionné sur le thème qui interpelle systématiquement les écologistes sur le thème. Mais enfin vous avez la tête à l'envers. Le problème c'est la décarbonation et vous êtes contre le nucléaire. Voilà, systématiquement, cette soi-disant contradiction leur est envoyée à la figure. Mais c'est des ingénieurs. Oui, exactement. Mais vous avez raison de le dire, parce qu'en plus de ça, exactement. Il se trouve que l'industrie nucléaire a été, est d'une certaine manière la propriété des ingénieurs des mines. Hein. Et je veux dire, moi, j'ai rien contre les ingénieurs des mines. Ce sont des très très grands ingénieurs et des très très bons ingénieurs. Simplement, on sait très bien que, ce dossier est complètement verrouillé par le corps des mines. Et il l'est toujours. Et ça a été contesté depuis très longtemps. Mais vous voyez, c'est... En fait, il ne faudrait pas que la question de l'adaptation nie les rapports de force qui sont inhérents à chaque situation. Les méga-bassines, c'est des rapports de force. Il y a des gens qui... L'exemple des méga-bassines, ça montre que quand on pense avoir trouvé une solution de type d'ingénierie, qu'est-ce qu'on a ? C'est le retour du conflit sous une forme exacerbée. Mais cette solution, elle est contestée. Scientifiquement, en plus, elle est contestée. Mais c'est justement parce que... Un spécialiste de l'eau a fait une présentation en disant que bassin hydrique par bassin hydrique,
les solutions de bassines peuvent être pertinentes à certains endroits et totalement dévastatrices à d'autres, et que l'idée que ce modèle-là, c'est bon par essence, est totalement inadapté aux réalités. Mais en tout cas, sur la question de l'adaptation, il faut repolitiser ces débats-là. Et justement, tout le problème de la technocratie, c'est de dépolitiser les débats. Et ça montre bien. Il y a des agriculteurs qui ont intérêt aux méga-bassines, et il y a d'autres qui n'ont pas intérêt. En fait, à la fin, la conflictualité politique, elle est pas morte, quoi. Et je pense que le gros problème de l'adaptation, qu'on ne traite pas du tout, parce que on a complètement oublié que nous étions des corps au travail, mais c'est la question du travail. Parce que l'adaptation des conditions de travail, ça, personne ne réfléchit à ça. On est encore à se dire, 62, 64, 2 ans de plus, les gens vont bien pouvoir bosser, 2050, ça va passer, quoi. Et on n'a pas du tout tenu compte du fait que la crise écologique, c'est une crise climatique, et que ce sont des corps qui vont être fatigués, épuisés, qui vont avoir du mal à se régénérer. Et donc, et le cas du travail, ça pourrait être justement un lieu aussi d'articulation des luttes ouvrières, des luttes traditionnelles du travail, avec des luttes écologiques, qui rappellent que l'enjeu de la santé, c'est un enjeu traditionnel du mouvement ouvrier et un enjeu aussi écologique. Et d'ailleurs, ça, c'est pas aussi une invention des années 2020 et des manifs contre la réforme des retraites. Dans les années 70, il y avait déjà des articulations sur les enjeux de l'amiante, par exemple, sur les travailleurs aussi de l'industrie nucléaire qui alertaient sur le fait que les conditions de sécurité n'étaient pas respectées, etc. C'était notamment articulé au sein de la CFDT de l'époque, qui portait les questions de santé et d'écologie. Et donc je pense que il faut politiser les enjeux d'adaptation à chaque échelle, en voyant aussi quels sont les intérêts divergents. On voit bien que aujourd'hui certains veulent faire travailler les gens plus longtemps, et qu'à l'inverse d'autres n'ont peut-être pas intérêt à travailler encore plus et à travailler plus longtemps. Et on n'arrivera pas trouver des accords qui satisfont tout le monde, en fait. C'est ça le politique, quoi. Et donc c'est ça le rapport de force. La question, c'est comment on grappille le rapport de force. Mais on peut pas se dire que on trouvera des statu quo qui satisferont tout le monde. On va prendre vraiment une dernière question, parce que il est un peu plus de 20h et on veut finir à 20h15, 20 maximum. Donc Gérard, ce sera la dernière question. Voilà. Bien, c'est une double invitation, ne pas être trop long non plus. Bon, je voudrais réintroduire un concept qui paraît très, très vieux, très dépassé, mais que je continue à présenter, comme vous allez le voir. C'est le concept tout bête, tout traditionnel, de base sociale. Bon, quand on fait de la politique, tout au moins en démocratie, on a besoin de forger un groupe qui peut être assez différent dans son intérieur, mais qui doit se définir par un certain nombre de valeurs ou d'objectifs communs, suffisamment communs en tout cas pour travailler ensemble. Or, évidemment, quand on parle, je reprends la formule base sociale, je pense que tout le monde dans cette salle voit l'époque tragique où, dans le nord de notre pays, dans les mines, avec des gens ayant peu d'argent, avec souvent d'ailleurs des gens venus de nos colonies, pas toujours dans leur gré. Bon, mais je crois qu'on ne peut pas espérer gagner une opération politique, et c'est bien ça, je pense, qui nous réunit ce soir, c'est-à-dire essayer de changer le monde dans des sens que vous avez déjà bien définis, mais qui doivent représenter une force suffisante pour que ça se termine de façon concrète, pas simplement par des réunions absolument indispensables, mais il faut quelque chose que j'appellerais, même si ça paraît vieux jeu, politique. Bon, à ce niveau, il y a des livres qui sont écrits, mais il y a surtout les actions. Moi, ce qui m'a frappé dans les derniers mois, c'est qu'on avait d'un côté des gens du travail dans des conditions difficiles, et le dernier bel exemple de ce que peut réussir un groupe important, ça a été le problème des retraites. Bon, il y avait là
une entité qui a permis de créer une force. Bon, alors on dirait que ça a été complètement oublié par les dirigeants actuels, bon, mais on peut parfaitement imaginer que d'autres prennent ce même relais. Donc, avoir cette base sociale, c'est-à-dire quelles sont les valeurs politiques qui doivent être rassemblées, et ce n'est pas toujours évident. Quand on prend un ouvrier, il y en a encore, et quand on prend quelqu'un qui s'intéresse de façon importante par des questions que sera la Terre dans 300 ans si on continue à faire telle et telle connerie, etc. Donc, on m'a dit qu'on arrivait au bout, mais finalement la conclusion que j'aimerais, qui correspond en tout cas à ce que j'essaye de faire moi-même encore, c'est d'arriver à grouper des personnes qui, pour des raisons différentes, ont en réalité le même but. Bon, il y a encore un parti socialiste, je fais encore partie, c'est bien. Bon, c'est pas son meilleur moment, mais c'est bien quand même. Bon, et puis, il y a aussi d'autres acteurs qui appartiennent à d'autres entités et qui doivent figurer dans cette fameuse base sociale, et par là même, quel groupe peut, lors d'élections, puisqu'on doit rester, je pense, dans cette salle avec cette notion d'élection, comment arriver à convaincre, je termine là-dessus, la même appartenance de groupe entre des agriculteurs. On les a vus récemment en train de dire mais si vous mettez en route au niveau européen tel ou tel problème, moi je disparais, en tout cas le tiers du métier va disparaître, et un monde ouvrier qui demeure, même si numériquement c'est pas le même, et puis tout un monde différent, beaucoup plus ne s'instaurant pas forcément par le travail, mais par des visions du monde, des visions de leur pays d'abord, ou de l'Europe. Bon, construire une base sociale avec comme objectif ce qu'on appellera quand même un programme, quoi. Il faut savoir être vieux jeu dans certains domaines, mais des vieux jeux qui, bien sûr, arrivent à intégrer les différents objets, les différents objectifs, et aussi des différentes personnes qui n'ont pas l'habitude de faire de la politique ensemble. Mais si nous devons arriver à ce résultat qui, je pense, dans cette salle est commun, il va nous falloir aussi de mettre ensemble, de faire montrer à beaucoup de gens, même s'ils s'intéressent à quelque chose, ils doivent être partis de quelque chose de beaucoup plus grand, tout au moins si on reste. Et quand je vois le monde d'aujourd'hui, je crois que vraiment c'est important, dans un paysage plutôt démocratique que d'autres natures. Merci pour votre intervention, mais d'une certaine manière, avec votre idée de base sociale, vous rejoignez Bruno Latour, hein, qui, si dans le mémo qu'ils ont écrit avec Nicolas Schulz, qui est paru au moment de l'élection présidentielle de 2022, hein, et qui mettait en avant l'idée d'une nouvelle classe écologique. Et d'ailleurs, Latour et Schulz étaient très clairs. Pourquoi avait-il utilisé cette expression? C'était pour simplement mettre en avant quelque chose qui parle à l'imaginaire de la gauche. Hein. C'était véritablement ça, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens arrivent à se reconnaître avec, comme vous l'avez très bien dit, des objectifs communs. Les objectifs communs, c'est la défense de la qualité de la vie. Hein. C'est le fait que défendre son milieu de vie, c'est aussi en même temps défendre la qualité d'une civilisation. Enfin, je paraphrase presque André Gortz, je pense, en disant ça. C'est quand même ça qu'il y a derrière. Voilà. Nous, ce soir, et on vous remercie encore, Céline pourra utiliser ses propres mots pour le faire, mais nous sommes venus défendre l'idée que l'écologie politique était un discours sur la modernité avec qui il fallait compter. Nous l'avons fait à la Fondation Jean Jaurès.
et nous avons été très bien accueillis. Donc voilà, les bases d'un dialogue et avec des perspectives communes, elles existent. Voilà. Et on pense que les valeurs aussi qu'on discute dans le livre peuvent faire l'objet d'un accord aussi. Moi, je pense que l'une des valeurs centrales de ça, qui joue sur la qualité de vie, c'est l'antiproductivisme. C'est refuser l'intensification du travail, refuser les nouvelles conditions de travail qu'on essaye de nous imposer, le toujours plus, aussi bien au travail que dans la consommation. L'enjeu de ralentissement, ça va de pair avec cet antiproductivisme-là. Retrouver de la qualité de vie, c'est aussi retrouver de l'autonomie dans la façon dont on articule nos activités au quotidien. Vous pouvez appeler ça vie pro, vie perso, vie familiale, associative, politique ou autre. Mais en fait, c'est ça, c'est retrouver du pouvoir sur la façon dont on mène sa vie. Et ça, c'était une grande idée de l'écologie politique des années 70, c'est retrouver du pouvoir sur la vie. Avant de dire il faut changer la vie et il faut que les gouvernements changent la vie pour nous, c'était laissez-nous gérer notre vie. Et donc, et je pense que cette base sociale, elle a pris conscience du fait que le travail était un problème. Les mobilisations l'an dernier étaient assez intéressantes pour aussi rassembler des générations. Les discours sur le travail aujourd'hui parfois divisent les générations en disant les jeunes, les moins jeunes, télétravail, sens, etc. Mais en fait, à la fin, la critique du productivisme, des rythmes, des conditions de travail qu'on nous impose, c'est quand même une sorte de base commune. Et en effet, la qualité de vie, ça peut être, disons, l'horizon englobant, mais je pense qu'on peut voir très concrètement comment ça s'articule avec des luttes très concrètes au quotidien, et pas que des luttes politiques aussi. Moi, je pense que les mobilisations de l'an dernier, elles ont participé aussi à une prise de conscience des nouvelles générations. Vous avez plein de jeunes qui sont allés pour la première fois en manifestation et qui ont compris aussi, qui se sont politisés autour de la question du travail, et ça, c'est intéressant en termes de socialisation politique aussi. Puisqu'on a parlé des jeunes, j'en vois un au fond de la salle qui a l'air de bouillir, et je pense que si on le laisse partir, oui, comment dire, sans qu'il puisse s'exprimer, je pense qu'il va mal le vivre. Donc, tu as raison. Je me permets, Alexandre, d'avoir repéré ça, et je pense qu'il faut lui donner la parole. Je veux bien la croissance verte, etc., mais qui va vouloir vraiment abandonner le téléphone, la voiture, les vêtements pas chers, l'avion? Quel État, aussi puissant soit-il, va abandonner la croissance? Un État est fondé, sa puissance est fondée sur la croissance, sur une industrie. Par exemple, là, la France va remettre en route un nouveau sous-marin nucléaire. On a besoin de titane, on a besoin d'acier. Ça, c'est des minéraux qu'on n'a même pas, donc on importe. Donc c'est dans un système global. Et pour construire un sous-marin, il faut une industrie lourde derrière. Enfin, un sous-marin, tout autre type de défense nucléaire. Est-ce que la Chine va rentrer dans une décroissance alors qu'elle s'est fondée sur la croissance? Les États-Unis se sont fondés sur la croissance. C'est leur idéologie même, c'est leur but de vie, c'est tout le rêve américain. Vous raisonnez à un siècle. Ouais, mais il faut. On ne peut pas renoncer à ça. Sur le siècle dernier. L'Union européenne, dans sa constitution, à l'article 4 de l'Union européenne, si je ne dis pas de bêtises, c'est marqué le but de l'Union européenne, c'est la croissance. Moi, les États vont dire un jour, est-ce que les peuples vont dire un jour, j'arrête le téléphone, j'arrête tout ça, on va décroître? J'ai du mal à croire. Moi, j'entends vos préoccupations, mais en tout cas, le discours de l'écologie politique, c'est pas aujourd'hui de vous dire qu'on va abandonner le téléphone. C'est pas comment dire votre téléphone ou le téléphone portable ou voilà. C'est pas l'idée qu'on ne va pas construire de sous-marins pour quand même défendre l'Europe, parce que comment dire, parmi à gauche aujourd'hui les écologistes sont les plus fédéralistes. Hein, il faut quand même le dire. Il y a une tradition, si on l'a pas évoqué. Là, on a parlé beaucoup de la décentralisation, du localisme et tout ça. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que l'écologie politique n'est pas un retour en arrière. Il n'y a pas du tout cette idée de retour en arrière. C'est de prendre les choses différemment, en fait. Et comment dire, à un moment donné, de faire des choix de société, voilà, et également par rapport aux décisions qu'on prend, qui décide, qui est associé,
beaucoup de gens ont l'impression de subir quand même une vie quotidienne qui les aliène. Enfin, je veux dire, c'est un grand mot, mais c'est pas un gros mot. Voilà. Et donc, il faut. Enfin, je pense que c'est important que vous départissiez de l'idée que l'écologie politique prône un retour à une économie villageoise. Je pense que ce n'est pas du tout ça. Et ce n'est pas du tout ça. Et je pense même que, puisque nous, on est favorable à une option de l'écologie politique, Céline a répété tout à l'heure, qui est plutôt l'écosocialisme, qu'a porté effectivement la figure d'André Gortz. Bon, on ne va pas revenir sur le fait que pour nous, c'est une figure très, très importante, mais on voit bien qu'André Gortz est arrivé à l'écologie et à la politisation de l'écologie parce qu'il cherchait le socialisme. Il faut avoir ça en tête. Il faut avoir ça en tête. C'est comme ça que André Gortz est arrivé à l'écologie politique. Et c'est parce que les problèmes, les dégâts causés par le système, alors ne l'appelons pas capitaliste si on ne veut pas l'appeler capitaliste, mais en fait c'est quand même ça la logique. Hein, et puis rien ne vous dit que ce système va perdurer là. Enfin, je veux dire, bah oui. Mais écoutez, simplement, non mais c'est possible qu'on aille à la barbarie et comment dire, je veux dire, on peut se dire qu'on est en train d'en prendre le chemin. Simplement, vous voyez, en 1989-91, on a assisté à un effondrement et il s'est fait, comment dire, sans bain de sang. Le système soviétique s'est écroulé. Nous avons vécu un effondrement d'un système. D'accord ? Donc, certains vont jusqu'à penser, les théoriciens de la critique de la valeur, Robert Kurz, qui est un grand auteur, hein, avec qui on n'est pas forcément obligé d'être d'accord, à propos de cet événement majeur qu'a été l'effondrement du système soviétique, a posé la question de savoir, puisque, et Céline l'a très bien rappelé, finalement, les bases, c'était également le productivisme, hein, c'était une autre façon de, comment dire, mettre et les hommes, et les femmes, et la nature au travail. Eh bien, ce système s'est effondré, et il a, à un moment donné, émis l'hypothèse, est-ce que ça ne serait pas l'indicateur avancé du fait que le système capitaliste va s'effondrer aussi ? Là-dessus, si je peux répondre aussi, on peut peut-être revenir là à l'écologie scientifique, à tout l'enjeu de la matière en fait, parce que l'acier, construire des sous-marins nucléaires, etc. Il y a un moment, l'écologie scientifique nous rappelle que pour tout cela, nous avons besoin de matière. Et la croissance économique, c'est quoi si ce n'est justement l'augmentation de la consommation de matière, de la destruction de ressources, puisque toute activité de production est une activité de destruction, y compris le recyclage, etc. Ça, c'est ce que montrait le bioéconomiste Nicolas Georgescu-Roegen en 72, et ceux sur qui se fondait aussi Gortz. Et là-dessus, les prévisions de croissance économique, parfois sortent de chapeau. Et la semaine dernière, il y a eu un article en économie qui fait l'hypothèse d'une chute drastique du PIB à l'horizon 2050 de 50% à l'échelle mondiale. Donc en fait, parier sur la croissance économique, c'est parier sur une baguette magique, et c'est présupposer aussi, hein, toute chose égale par ailleurs, ça va continuer un statu quo, etc., qui est aussi très dangereux. L'an dernier est parue une note de France Stratégie sur les conséquences du changement climatique sur les conditions de travail, qui disait qu'il y avait déjà des travaux en économie qui imputaient un quart, 25% de la baisse du PIB au stress thermique, au choc en fait des conditions de travail et au choc vécu par les travailleurs. Donc la croissance économique, il y a un moment où il faut se dire qui est-ce qui l'a fait et sur quoi elle se fonde. Après, si elle se fonde sur justement des marchandises immatérielles, sur le fait de marchandiser, le fait d'aller promener le toutou de la voisine, etc. Bon, vous détruisez pas beaucoup de matière, mais ce que rappelle l'écologie, c'est qu'à la fin, c'est des flux de matière. Et qu'il y a un moment, le sous-marin nucléaire, faut le construire, quoi. Et d'ailleurs, il y a toute une critique aussi écologiste adressée au secteur de l'armement et de la guerre, hein, parce que qui est
aussi des enjeux de destruction de matière et de production pour détruire. Mais après, je pense qu'il faut raisonner aussi à très long terme. Des États au XXe siècle qui se sont construits sur des hypothèses de croissance, etc., ce qui s'est passé n'implique pas, ça c'est le scepticisme de la philosophie, mais du fait, on ne peut pas déduire le droit. On ne peut pas prévenir l'avenir. Mais écoutez, il est 20h20, donc on va arrêter là. Merci beaucoup. On n'a pas calmé, à mon avis, votre ardeur et votre contestation, mais d'ailleurs, on ne cherchait pas, à forcément vous convertir. Voilà, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer de se départir de certaines caricatures qui voient l'écologie politique comme uniquement un retour à je sais pas quoi, à quelque chose qui... Oui, mais quand vous dites il faut abandonner notre téléphone portable, il faut plus faire ceci. Mais et la voiture en ville, bah ouais, mais la voiture en ville c'est pas mal d'abandonner la voiture en ville. Elle a été mise enfin franchement, elle a 50 ans la voiture en ville. La destruction des tramways qui était là au début du XXe siècle. Oui, mais sinon on fait rien. Enfin, ça relève du pessimisme et la Convention citoyenne, ce qui est intéressant, outre l'exercice démocratique, mais bon, qui a été balayé par Macron. Enfin, il y avait quand même des vraies avancées, justement, un rapport au consumérisme qui était critiqué. Donc, je veux dire, les citoyens eux-mêmes ont conscience de ce qui se passe. Et donc, enfin, je veux dire, c'est une dynamique et un mouvement, mais qu'il faut accompagner. Et pour il y a une évolution, mais complètement. Donc, je pense que les Polonais qu'on accuse toujours d'être productivistes et liés au charbon, l'électorat polonais, il accorde la même importance aux questions d'environnement que l'électorat français. Puis il part à 17h du boulot aussi. Et donc, on a des problèmes aussi dans notre politisme intégré. Pour finir, enfin, sur une petite boutade, il y avait socialisme ou barbarie de Castoriadis. Peut-être maintenant, c'est écologie ou barbarie. Voilà. Merci à toutes et tous et merci beaucoup Céline et Christophe. Merci et Clara. Merci pour l'accueil.